Et donc, je vais essayer de discuter de la place de la DVE dans le contrôle de l'hypertension intracrânienne. Donc, pour commencer, sur ce topo, on va parler de Monsieur S, qui est un patient de 19 ans qu'on a pris en charge dans le service suite à un AVP piéton contre véhicule léger, qui, à la prise en charge par le SAMU, comme vous pouvez le voir, était un trauma crânien isolé, Glasgow 5, avec quand même une certaine sévérité, puisqu'il avait des pupilles en mydriase bilatérale à réactive, aucun signe de localisation, une hémodynamique qui était stable, une fonction respiratoire stable, et puis pas de signe de saignement évident. Donc, il est intubé par le SAMU, ils lui font 250 ml de mannitol, et puis ils nous le transfèrent dans le service. À l'arrivée dans le service, on a un patient qui est donc sédaté, Glasgow 3, qui est toujours stable au niveau hémodynamique et respiratoire, et chez qui la mydriase a régressé. On n'a pas d'autres points d'appel à part ce traumatisme crânien, une FATECO qui est négative, et par contre des Dopplers transcrâniens qui vont être très altérés, puisque on a des IP supérieurs à 1,4 des deux côtés, avec des vitesses diastoliques qui sont basses. Et donc, il est décidé de lui refaire à ce moment-là 250 ml de mannitol à 20% et de débuter de la noradrénaline. On le transfère ensuite au scanner, et donc le scanner est le suivant. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un scanner avec beaucoup d'œdème, quelques lésions focales ici en frontal droit, avec un peu d'hémorragie méningée, un petit sous-dural, sous-dural aussi au niveau pariétal gauche, mais pas de grosses lésions focales évidentes. Donc la première chose qui est décidée, c'est de lui poser un monitorage de pression intracrânienne et donc qui retrouve une pique à 40 initialement. Donc là, on introduit un premier niveau de traitement qui va être améliorer le retour veineux en positionnant la tête à 30 degrés, contrôler les axos, notamment contrôler la pression artérielle en CO2, essayer d'optimiser la pression de perfusion cérébrale à l'aide des Dopplers transcrâniens, et puis on majore les sédations. Malgré tous les traitements qu'on entreprend, le patient présente une hypertension intracrânienne persistante, avec une pique qui reste entre 30 et 35. Et donc là, il faut décider d'une deuxième ligne, d'un deuxième niveau de traitement. Et c'est là où les choses ne sont pas si simples, puisque en fonction du centre où il aurait été transféré par le SAMU, même juste en Île-de-France, si on prend les différents trauma centers, eh bien, il n'aurait pas forcément eu le même traitement. Dans certains centres comme le nôtre, on aurait peut-être préféré mettre ce patient en hypothermie modérée, et dans d'autres centres, il aurait eu à ce moment-là la pose d'une dérivation ventriculaire externe. Donc c'est sur ça c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, et plus particulièrement, on ne va pas comparer les deux, mais surtout essayer de discuter de la place de la DVE chez les patients traumatisés crâniens graves qui ont une hypertension intracrânienne, avec des lésions cérébrales diffuses. Alors, que nous disent les experts d'abord? Eh bien, tout d'abord, les recommandations de l'ASFAR nous conseillent de mettre un drainage ventriculaire une fois qu'on a fait un premier niveau de traitement, qu'on a traité les axos, qu'on a sédaté le patient, mais avec un grade qui est tout de même assez faible, qui est un grade de plus, qui est pas un grade des plus élevés. Et puis l'ASFAR nous dit aussi qu'on peut faire ça malgré des ventricules, donc en dehors de toute hydrocéphalie, malgré des ventricules de taille normaux ou même des petits ventricules. Si on regarde les recommandations de la société nord-américaine, la Brain Trauma Foundation, eux conseillent un drainage ventriculaire chez les patients qui ont un Glasgow inférieur à 6 au cours des 6 premières heures de prise en charge. Alors là c'est un petit élément dont on discutera en plus tout à l'heure, c'est que eux conseillent que le drainage soit réalisé de manière continue. Et enfin, alors ici c'est plutôt un consensus d'experts et
qui avait été réalisé, puisqu'ils n'étaient pas tout à fait contents de ce que la Brain Trauma Foundation avait soumis. C'est un consensus d'experts européens et nord-américains, mais vous remarquerez bien qu'il n'y a pas de français dans ce consensus, et je pense que ça a quand même son importance. Et donc, eux nous disent de placer une DVE très, très précocement dans la prise en charge de ces patients. Ils le mettent dès le premier niveau, quasiment dès l'arrivée de ces malades. Alors, en réalité, quelles sont les pratiques? Eh bien, d'abord, beaucoup de centres, enfin, il y a encore certains centres qui vont utiliser la dérivation ventriculaire comme moyen de monitorage de la pression intracrânienne. Et ça, c'était observé dans cette enquête de pratique qui avait été faite auprès de 66 neuroréanimations européennes. Et ce qui était observé, c'est qu'en Europe, il y avait encore 14% des centres qui utilisaient la DVE de manière, en routine, comme moyen de monitorer la pression intracrânienne. Le reste des centres, eux, l'utilisaient plus dans le contrôle de la pression intracrânienne et utilisaient pour le monitorage un capteur de pression intraparenchymateuse. Donc, ça, c'est en Europe, aux États-Unis principalement, et c'est important pour les études qu'on va voir après. C'est 75% des neurochirurgiens qui posent une DVE pour le monitorage de la pression intracrânienne, et seulement le reste qui vont monitorer avec un capteur de pression intraparenchymateuse. Dernier élément qui était intéressant dans cette enquête de pratique, c'est que parmi les personnes qui mettaient en place un drainage ventriculaire externe, 50% allaient laisser ce drain ouvert en continu, tandis que l'autre moitié allait drainer de manière intermittente le LCR. Alors, un petit rappel, comment est-ce qu'on pose les DVE? Donc, elles se posent au niveau de la corde frontale du ventricule latéral droit, d'un des ventricules latérales, antérieure au foramen de Monro. On peut céder de la neuronavigation quand ils sont vraiment trop petits, et on va faire le niveau de 0 par rapport au coin de l'oreille. Donc, comme je vous disais, il y a encore beaucoup d'équipes, et bon, c'est surtout nord-américains, qui utilisent ce système pour monitorer la pression intracrânienne. Initialement, historiquement, c'est le gold standard pour le monitorage de la PIC. C'est le premier, c'est la première, c'est ce qui existait en premier. Malgré tout, donc il y a vraiment une littérature qui est profuse sur le sujet et sur laquelle je ne vais pas m'attarder parce que vraiment en France, je pense que ça ne nous concerne pas vraiment. Il y a beaucoup d'études qui comparent les deux types de monitorage. Globalement, sur la mortalité, sur l'outcome des patients, il n'y a aucune différence. Mais par contre, et je pense que ça, c'est vraiment important à retenir, beaucoup plus de complications chez les patients qui ont un monitorage via une dérivation ventriculaire externe par rapport à un capteur intraparenchymateux. Alors, quelle efficacité sur la pression intracrânienne? Eh bien, l'efficacité de la dérivation repose sur la théorie de Monro-Kelly qui stipule qu'il existe donc que le volume parenchymateux, que le volume sanguin et le volume de LCR reposent dans un état d'équilibre. Et donc, un état d'équilibre de pression et de volume. Et donc, l'augmentation d'un des composants va être compensée par la diminution d'un autre. Le problème chez le trauma crânien, chez les patients traumatisés crâniens, qui ont une compliance cérébrale qui est altérée, eh bien, on va vite se retrouver sur la phase décompensée de la courbe, et donc toute modification de volume va entraîner des modifications de pression qui sont importantes. Et ce qui est intéressant, c'est cette étude ici
qui avait été réalisé chez des patients traumatisés crâniens graves qui, dès leur prise en charge, avaient eu la mise en place d'une dérivation. Et dès que leur pression intracrânienne passait au-dessus de 20, il y avait un drainage de LCR. Drainage, donc ils étaient randomisés en trois groupes. Un groupe où on drainait 1 millilitre, un où on drainait 2 millilitres et le troisième où on drainait 3 millilitres. Et en fait, ce que vous pouvez observer ici, c'est que dès 1 millilitre, on a une diminution de la pression intracrânienne et on va avoir un effet dose, c'est-à-dire que plus on augmente le volume drainé et plus la pique diminue. Alors, est-ce que cette efficacité existe chez tous les patients et est-ce qu'elle est constante? Eh bien, ça, c'était ce qui avait été observé dans cette étude, toujours chez des traumatisés crâniens graves, qui, eux, avaient la mise en... Donc, ils avaient un premier niveau de traitement de leur HTIC et si ce traitement ne suffisait pas, ils avaient la pose d'une DVE. Eh bien, tous les patients avaient, à la pose de la DVE, une diminution de la pression intracrânienne. Mais ce qu'on observe de manière assez intéressante, c'est que la moitié des patients environ vont avoir un rebond de cette pression intracrânienne entre 6 et 24 heures après la pose de la DVE. Donc oui, la DVE est efficace, mais pas de manière continue chez tous les patients. Alors, continu ou discontinu. Donc, comme on a vu initialement, il y a encore plusieurs centres qui drainent. Enfin, les pratiques sont différentes entre les centres. Et donc, il y a cette étude qui avait comparé les deux moyens de drainage. Et je trouve que ça répond assez bien à la question, puisque donc, ils avaient mesuré la charge de pic. La charge de pic, ça correspond à l'air, le temps et l'intensité au-dessus d'une pression intracrânienne supérieure à 20. Et ce qu'on observe bien dans cette étude, c'est qu'il y a une réelle différence entre le groupe continu et le groupe discontinu, avec un avantage pour le drainage continu. Alors, il n'y avait pas de différence en termes de mortalité ou d'outcome neurologique, mais on sait que, c'est une étude qui est faite sur 62 patients seulement, et on sait quand même que la charge de pic, la pique, et probablement l'intensité et le temps, l'intensité c'est sûr, mais probablement aussi le temps passé au-dessus d'une pique supérieure à 20 est directement associé à la mortalité. Alors, quelle efficacité ensuite sur le recours à d'autres thérapeutiques, sur la diminution plutôt du recours à d'autres thérapeutiques. Bien ça a été bien observé par l'équipe de Beaujon. Donc eux, ils ont un protocole qui est assez standard pour la prise en charge de ces patients. Ils ont leur premier niveau de traitement, comme on a vu. Et puis, si ce n'est pas suffisant, systématiquement, ils vont mettre un drainage ventriculaire externe, quelle que soit la taille des ventricules. Et donc, ils ont repris leur cohorte sur 8 ans. Donc, ça correspondait à 83 patients qui avaient bénéficié d'un drainage ventriculaire. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que environ 40% des patients n'auront pas besoin d'autres traitements supplémentaires pour contrôler leur hypertension intracrânienne. Donc, ils n'ont par contre pas réussi à... Donc, initialement, c'est des patients qui étaient de sévérité égale en ce qui concerne le Glasgow, les pupilles, le score de sévérité, et ils n'ont pas réussi à mettre en évidence de facteurs prédictifs. Mais déjà, je trouvais que c'était un message qui était intéressant. Il n'y a pas de grosses études, en tout cas pas d'études qui sont suffisamment correctes sur le plan méthodologique pour conclure sur l'effet du drainage sur l'outcome neurologique ou sur la mortalité. Alors la question ensuite, c'est est-ce que on aurait, imaginons notre patient,
le même patient, mais avec ce scanner-là, c'est-à-dire avec des ventricules fentes. Est-ce qu'on fait la même prise en charge? Eh bien, encore cette étude de Beaujon, mais ça a été aussi observé dans d'autres études. Il ne semble pas y avoir de différence selon la taille des ventricules, qui est ici représentée par l'index d'Evan. Il n'y a pas de facteurs scanographiques qui peuvent prédire le succès du drainage ventriculaire, notamment la présence d'hémorragie méningée ou l'importance de l'œdème, qui est ici montrée par la compression des citernes. Alors, d'autres éléments rationnels qui peuvent pousser à la mise en place d'un drainage, c'est la communication entre le LCR et le liquide interstitiel, avec une élimination potentielle donc du liquide interstitiel en excès par ce drainage ventriculaire, avec en même temps un drainage des molécules neurotoxiques, donc avec un effet potentiel sur l'œdème et l'ischémie secondaire. Ensuite, il y a une dynamique du LCR qui est perturbée chez le traumatisé crânien, avec une atteinte des plexus choroïdes, des obstructions liées à des caillots, à des protéines. Et enfin, on peut imaginer que la mise en place d'une DVE peut permettre une décurarisation et une désédation plus précoce. Mais tout ça, ça reste de l'ordre du rationnel et nous n'avons pas suffisamment de preuves aujourd'hui. Alors, à quel niveau à quel niveau la placer? Est-ce qu'on la met premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau? En pratique, donc toujours cette même étude qui a été faite sur les 66 neuroréanimations européennes. Globalement, encore une fois, il y a une grande hétérogénéité. Là, en plus, ce qui était un peu dérangeant, c'est qu'ils séparaient seulement en deux niveaux leur intensité de soins. Mais globalement, et nous, on se place ici, il y en a qui vont la mettre très précocement et d'autres qui vont la mettre plus tardivement. Une étude qui a essayé de s'intéresser à ça, donc au timing optimal pour mettre le drainage ventriculaire externe, qui a rassemblé plusieurs études dont je vous ai parlé avant, donc qui a repris plus de 2700 patients traumatisés crâniens graves qui avaient eu une DVE. Ils avaient séparé les patients entre drainage précoce et drainage tardif. Donc drainage précoce, c'était globalement tous les patients qui avaient eu à l'arrivée la DVE pour un monitorage de pic ou pour la prise en charge. Et les tardifs, c'était ceux qui l'avaient en deuxième, voire en troisième niveau. Malheureusement, on a une hétérogénéité des études qui était trop importante et donc aucune conclusion qui pouvait être apportée. Alors, dernière chose, pour essayer de réfléchir au niveau où la placer, c'est donc ce score d'intensité des thérapeutiques qui a été créé il y a quelques années pour essayer d'homogénéiser les études qui sont faites chez le trauma crânien. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que finalement, on donne le même score à l'augmentation des sédations, le drainage ventriculaire et à l'hypothermie modérée. Voilà. Alors évidemment, donc ce geste n'est pas sans risque et donc il faut toujours le contrebalancer aux différentes complications, avec deux complications principales qui sont tout d'abord les ventriculites, avec en moyenne, ce qui était décrit, c'est 11 infections pour 1000 jours de cathétérisme. Pour vous donner un exemple, nous dans le service, on est plutôt autour de 4 infections pour 1000 jours de cathétérisme, avec comme facteurs de risque qui sont retrouvés les fractures du crâne, les craniotomies, l'infection systémique, la fuite de LCR et évidemment tout ce qui est manipulation de cathéter, notamment pour essayer d'aller déboucher les DVE.
Et dernière complication, c'est les hématomes qui sont assez fréquents puisque c'est 6 à 33% en fonction des études, avec environ 1 à 2,5% de ces hématomes qui vont être symptomatiques. Un exemple ici d'un patient qui avait été pris en charge dans le service et qui avait quand même un hématome intraparenchymateux secondaire à DVE qui était assez important. Une étude que j'ai trouvée intéressante, c'est celle-ci qui comparait, qui observait les hémorragies secondaires au drainage ventriculaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici que les patients qui sont traumatisés n'ont pas l'air d'avoir plus de complications hémorragiques par rapport aux autres patients qui avaient une indication de drainage ventriculaire, malgré le fait que habituellement ce sont des patients qui ont des coagulopathies et qui sont plus à risque de saignement. Donc, en conclusion, pour moi, le drainage ventriculaire n'a pas sa place en premier niveau de soins. Et on a les capteurs de pression intraparenchymateux qui sont très bien pour mesurer la pique. Par contre, on va la placer en deuxième niveau, mais sans pouvoir conclure forcément sur la place qu'on peut lui donner par rapport au traitement médical par l'hypothermie modérée, du fait de l'hétérogénéité des pratiques et l'hétérogénéité des études. Je vous remercie.